En 1954, Cheikh Anta Diop, au terme d'un long et fructueux travail de recherche, opère avec Nation Nègre et Culture un tournant décisif dans l'historiographie africaine et mondiale. L'Égypte pharaonique, contrée africaine de la vallée du Nil, appartient en totalité des balbutiements prédynatiques jusqu'à la fin des dynasties indigènes. À l'ensemble de l'univers négro-africain en 1967, c'est-à-dire 13 ans après, le savant africain reprend ses idées essentielles sur les origines de l'humanité actuelle et sur la parenté entre l'Égypte ancienne et l'Afrique noire profonde. L'antériorité des civilisations nègres était ainsi établie. L'histoire de l'Afrique à travers les textes, telle est la nouvelle émission, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, proposée par Kemet Télévision, un concept qui nous permettra de revisiter les auteurs d'ici et d'ailleurs qui ont contribué à peindre l'Afrique différemment de la peinture faite par les auteurs occidentaux. Et dans cette nouvelle émission, nous allons bien entendu commencer par le maître. Il est considéré pour beaucoup comme le plus grand scientifique du XXe siècle. Il est celui-là qui a ouvert la connaissance aux Africains. Son ouvrage, autant pour moi, qu'on va disséquer en cette première édition est tout simplement Antériorité des civilisations nègres, paru en 1967. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Et qui mieux qu'un historien qui sera notre personne ressource et qui va conduire aux destinées de cette nouvelle émission en la personne de M. Kemwe Kamga. Mais avant de le présenter et entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un devoir de mémoire, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, ici à Kemet Télévision. Justement, nous n'oublions pas tous ceux des nationalistes, tous ceux qui ont versé de leur sang pour que nous soyons plus ou moins libres aujourd'hui. Et je vais citer Omniobé, ça fait exactement 65 ans, c'était un 13 septembre de l'an de grâce 1958. Et pour revisiter justement l'œuvre de ce nationaliste, je vais recevoir sur ce plateau le frère Sango Malet, à qui j'ai dit Otep, bonjour et bienvenue. Otep Nyamsi, Otep à tous qui nous regardent, nos milliers, peut-être même millions de téléspectateurs. Bien évidemment, c'est un devoir de mémoire parce qu'en Afrique, il faudrait toujours rendre hommage. Le Bassadi Malama Bikira. On rend hommage aux illustres disparus. C'est ça qui crée la connexion entre ceux qui sont partis et ceux qui restent ici parce que c'est une spirale, c'est un cycle. Nous pensons à eux, nous leur envoyons des états, des émotions, des sentiments, des énergies et eux, de là-haut, nous regardent et également nous protègent. Alors, il s'appelle Omniobé. Justement, il quelle a été s'appelle son œuvre pour le Cameroun? Justement, il s'appelle Omniobé, né de Nyoben Sunga. Vous allez remarquer que il n'y a pas de prénom ici. Alors, nous disons que Ruben Omniobé est né vers 1913. Son père, qui s'appelait Nyoben Sunga, et sa mère Ngoum. On dit que sa généalogie paternelle, c'est Nyoben Sunga Mboge, Mbonde et Ngon. Ça, c'est au moins 4 générations. Et sa génération maternelle, Ngoum, et Nonos. Alors, il est la figure de proue du combat nationaliste qu'il n'a justement pas mené seul parce que à la naissance de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, il y a, je crois, 12 pères fondateurs. Et les 12 pères fondateurs venaient de divers horizons. Mais c'est lui qui a été le porte-parole, d'où l'un de ses pseudonymes, le Mpodol. Mpodol. Mpodol qui vient du verbe bassa, pot, qui veut dire parler. Donc Mpodol, c'est celui qui parle au nom des autres. C'est lui qui avait été mandaté. Effectivement, c'est lui qui est mandaté pour parler au nom des autres. Mais vous savez que ne parle en Afrique pas celui qui veut, mais celui qui peut.
Or, pour parler, il faudrait connaître les différentes lois qui régissent l'univers. Et ces différentes lois te permettent de poser des actions en fonction du jugement que tu auras de la situation qui provoque. Si c'est une situation de justice et tu encourages, ou une situation d'injustice et tu essaies de rééquilibrer les choses. D'où le fait qu'il s'appelle Nyobe. Et que veut dire c'est un nom éponyme, mais c'est aussi le nom d'une société secrète Bassa que je m'en vais vous faire découvrir à travers les écrits de Francis. Très rapidement, nous avons 5 minutes. Oui, très rapidement. Des mémoires. Alors, les sont les hommes serpents et hauts, justiciers et législateurs. On dit que ils sont les ils constituent une assemblée discrète et effacée. Ce sont les gardiens des reliques de la tradition ancestrale. Aujourd'hui, mal ou très peu connus du grand public, ils ne traitent qu'avec les Mbombok, les chefs de clan, et n'interviennent qu'à leur sollicitation express. Cependant, ils sont les véritables détenteurs du pouvoir et ont le contrôle du clan. Il faut savoir que les ce sont donc les justiciers. Or, pour être justifié, il faut connaître les lois. Quel est donc le nom disséqué de Nyobe? C'est le nom de ce que les Bassa appellent Ndamnyang, c'est-à-dire la maison de la lignée maternelle. Il faut savoir que chez les Bassa, on a le nom de la lignée paternelle et c'est la lignée maternelle. Quand tu es chez tes oncles maternels, on t'appelle avec le nom de la lignée maternelle. Et Nyobe, c'est le nom de la lignée paternelle. Son père l'appelait donc Nkil parce qu'il avait le nom de son grand-père paternel, c'est-à-dire le père de sa mère, qui est donc le beau-père de son père. D'où son père l'appelait Nkilman. Nkil qui veut dire, qui est un nom qui fait référence à la belle famille. Et man, c'est le diminutif, comme pour dire mon petit beau-père. Et sa mère l'appelait Ataman, Ta qui est le père. Et man qui veut dire petit, donc mon petit papa. C'est un nom affectueux. Et les autres l'ont consacré Mporol. Alors, dans le maquis, dans ce que les autres ont appelé le maquis le 13 septembre, alors que 2 jours avant, il sent qu'il ne sera plus de ce monde, il demande à son bras droit Yembak de quitter, de se déployer avec d'autres troupes afin de s'installer ailleurs. Mais comme nous sommes dans la société traditionnelle qui veut que ce soit un pour tous et tous pour un, Yembak décide de ne pas partir. Il faut savoir qu'il savait qu'il va mourir. Donc nos sources disent justement qu'il a été trahi. Effectivement, il a été trahi par, j'oublie son nom, mais c'est quelqu'un qui était au fait aussi même de la connaissance spirituelle Bassa. On parle de Mahi Matip par exemple. Bon, Mahi Matip a un rôle secondaire. Celui qui le trahit réellement, j'oublie seulement son nom, c'est quelqu'un avec qui il avait des différends. D'accord. Alors, il le trahit. Mahi Matip ne sera qu'un pion, ça c'est ce qu'on dit. Mais il faudrait aussi savoir que celui qui tire sur lui, c'est un soldat sénégalais qu'on était allé prendre, je crois, sénégalais ou tchadien, qui était aussi au fait de la connaissance spirituelle ancestrale. Vous voyez que le combat s'est d'abord passé dans les sphères spirituelles, d'où il savait qu'il a été vaincu. Il a donc dit à son bras droit d'aller s'installer ailleurs, mais le bras droit, dans la loyauté ancestrale, a dit « J'ai prêté allégeance à la cause, s'il faut mourir, on va mourir ensemble ». Et c'est d'ailleurs son bras droit que la balle a d'abord pris en premier, et ensuite Nyobe qui va mourir, et son corps sera traîné de la forêt jusqu'au centre-ville. Il faudrait se dire d'abord qu'il est né à son père et il a été tué dans le maquis, dans le village qu'on appelle Libélingoy. C'est comme ça que son nom sera interdit de prononcer. Mon grand-père m'a dit, par exemple, qu'il était interdit de prononcer Quand tu voulais prononcer tu regardais s'il n'y avait pas les indices des colons avant de prononcer le nom Non seulement parce que c'est Nyobe, mais cette caste des c'est-à-dire les gardiens, les prêtres, les grands prêtres qui ont tous les sacrements qui leur ont donné du fil à retordre. Est-ce que le nom dont vous avez décortiqué tout à l'heure sur le plan anthropologique le prédestinait déjà à être un grand homme? Bien évidemment, lorsque vous entendez c'est le prêtre de la justice. Et puisque les Blancs n'étaient pas ceux-là qui étaient malades, puisque les Blancs nous opprimaient, il n'y a qu'un justicier. Si vous et moi, si vous constatez que je vous crée de la misère, vous allez aller porter plainte chez un magistrat. Or, les magistrats sont dans les la caste à laquelle appartenait Nyobe. Donc, effectivement, il était prédestiné à faire la justice, à faire appliquer la loi de Mahat
dont il était le détenteur et par ricochet la grande confrérie, parce que je vous ai dit que c'est la grande confrérie de à laquelle il appartenait qui maîtrise la loi, les lois de l'univers, mieux même que les bonbons, parce que ce sont eux qui font appliquer la loi. Et en 30 secondes, quel était son combat pour non seulement le Cameroun et pour toute l'Afrique entière? Justement, le combat, l'œuvre de Oumyobé avait deux plans, ou alors deux dorsales. D'abord, la réunification des populations. D'abord, la réunification. Parce que Oumyobé, c'était un autodidacte. Il a beaucoup lu et s'est rendu compte que nous ne sommes qu'un peuple et indivisible. Et il s'est rendu qu'il faudrait d'abord qu'on se réunisse. Et cette réunification passait par la réunification de toutes les tribus du Cameroun. D'où le fait d'ailleurs qu'à l'UPC, lorsqu'ils ont prononcé l'indépendance en macaque, je crois que c'était en 1954, ils ont choisi comme langue le Fufulde, c'est-à-dire le Peul. Vous voyez comment les nationalistes... C'était en novembre 1954, voilà, quand il est revenu des Nations Unies. Effectivement, et c'était à Maca. Vous voyez que les nationalistes n'étaient pas tribalistes. Oumyobé et les autres ont dit que comme le Fufulde ou alors le Peul, c'est la langue la plus parlée, il vaut mieux qu'on prenne comme langue du Cameroun le Fufulde. Après la réunification, donc c'est-à-dire la consolidation de tous les acquis spirituels du Cameroun, on pouvait donc procéder à l'indépendance. Vous voyez donc que, ceux qui ont suivi, c'est-à-dire l'UNC, ils ont parlé d'indépendance sans réunification. Et vous voyez aujourd'hui les différents combats, le tribaliste qui prime, ainsi de suite. Donc voilà le combat d'Oumyobé, la réunification et ensuite l'indépendance. Pour terminer, on va citer quelques compagnons, n'est-ce pas, de lutte, de combat de Oumyobé, et qui n'ont absolument rien à voir avec son aire géographique, pour montrer effectivement à quel point il n'y avait pas de tribalisme à cette époque-là. C'est vrai que ce sont des noms que je n'ai pas trop retenus, comme c'est une émission d'histoire. Oui, on a par exemple Ernest Wandje. Ernest Wandje, il y a Moumié, par exemple. Moumié. Et il faudrait dire que Moumié était un ressortissant de l'Ouest. De l'Ouest. Il a été mort empoisonné, je crois que c'était à Genève. À Genève. Voilà, à Genève. Alors qu'il par un journaliste français. Par un journaliste, bon, disons ton journaliste, mais on sait que c'était des services français. On a justement Ernest Wandje et ils étaient 12 pères fondateurs, dont j'ai oublié le nom, peut-être l'historien va vous donner cela. Ça veut dire que c'était pas ils portaient peut-être le combat officiellement, mais en arrière-garde, il y avait des gens qui étaient aussi solides que lui, parce que les uns étaient médecins et tous étaient des intellectuels. Ernest Wandje a été fusillé ici au Cameroun, et quand on le fusillait, faudrait-il le dire, il souriait. C'était pour dire qu'il savait que le Cameroun ou alors le peuple noir aura gain de cause. Comme nous avons commencé à l'avoir, je ne vais pas dire totalement, mais quand même nous avons commencé à l'avoir, on ne peut pas dire que leur combat était vain. D'où Kemet TV s'inscrit dans cette ligne. Le combat continue. Parce que lorsqu'on a interviewé l'un des cadres de l'UPC, il a dit Mouwip Atabeha. Nous abak ici winda. Ça veut dire que l'oppresseur n'est pas allé loin. Il est toujours ici au-dessous de notre fenêtre. Pour que si on essaye de mal la fermer en dormant, il entre et il nous pille. Merci infiniment, frère Sango Malet, pour ce devoir de mémoire. Et Kemet TV, justement, ne manquera pas à chaque fois qu'il y a une date de commémoration pour un nationaliste ou alors un de ces Africains, n'est-ce pas, qui ont versé de leur sang pour que nous soyons de plus en plus libres aujourd'hui. Et affranchis de la tutelle occidentale qui n'est qu'une tutelle d'oppression. Nous le ferons toujours. C'est le devoir des vivants envers les morts en Afrique. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, nous allons très rapidement prendre une transition et recevoir ici le frère Kemwe Kamgan, qui est un historien, qui sera notre personne ressource dans cette nouvelle émission. A tout de suite.
Retour sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre nouvelle émission, l'histoire de l'Afrique à travers les textes ou alors par les textes. C'est un nouveau concept qui nous permettra de revisiter, n'est-ce pas, certains auteurs à travers leurs ouvrages. Nous allons disséquer point par point ou alors thématique par thématique, n'est-ce pas, leur contenu. Mais avant de recevoir le frère Kemwe Kamgan qui est déjà bien installé dans ce studio, je vais continuer de remercier tous ceux-là des téléspectateurs et des nombreux abonnés, n'est-ce pas, qui nous soutiennent non seulement moralement et même financièrement. Nous avons initié ici à Kemet Télévision une émission dans laquelle nous avons donné des canaux ou alors des moyens par lesquels vous pouvez nous aider financièrement. C'est pourquoi je vais demander à la régie, n'est-ce pas, une fois de plus, de nous mettre à l'écran, voilà justement, que ce soit les numéros de téléphone Orange Money ou alors MTN Money pour ceux qui sont au Cameroun. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger, nous avons des comptes bancaires en euros. Nous avons des comptes bancaires également pour ceux qui sont du côté des États-Unis d'Amérique. Vous regardez, nous avons également au Liban, donc vous pouvez facilement à travers ces numéros de compte bancaire faire un geste pour que vive véritablement Kemet TV, parce que comme nous l'avons dit il y a quelques jours, nous rencontrons des difficultés véritables. C'est un sacrifice d'être déjà jusqu'ici. Maintenant, nous avons besoin de ce soutien-là pour que la télévision émette également sur satellite et également pour que tous ceux de nos frères afro-descendants qui se trouvent partout dans le monde entier à travers des émissions en direct comme celle-ci puissent également nous regarder. Donc merci déjà pour ceux qui ont commencé à réagir. Nous attendons davantage les uns et les autres frères tamites et autres africains, n'est-ce pas, d'apporter la modeste contribution, n'est-ce pas, à l'épanouissement de cette chaîne de télévision Kemet TV. Merci. Frère Kemwe Kamgan, Otep, et bienvenue. Otep Nyamsi, que tout ce qui respire loue et glorifie à Tumre à travers sa manifestation qu'est Ré. Merci pour l'invitation. Hommage aux ancêtres sanctifiés. Hommage à tous ceux-là qui ont donné de leur vie pour que Katiopa, le continent que nous avons à notre peau et à notre cœur, puisse rayonner et qu'aujourd'hui, nous puissions nous mettre à la disposition du monde entier pour parler comme nous parlons aujourd'hui. Parce que pour certains, ils ont versé de leur sang. Pour d'autres, ils ont donné de leur intelligence. Pour d'autres encore, ils ont donné de leur force. Nous parlions tout à l'heure Nyobe, qui, à travers le combat qu'il a pu mener, a justement contribué de manière substantielle à la renaissance de l'Afrique que nous appelons de tous nos voeux. Certes, on peut dire qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas très bien quelle a été la portée de ce combat. Mais comme dirait quelqu'un, le sang des martyrs fertilise le champ de notre renaissance. Effectivement. Et ce sang de martyrs-là fertilise et fertilisera encore ce champ. Pour revenir à Nyobe, qui sied, de mon point de vue, à la thématique que nous allons développer, vous constaterez avec moi que, en parlant de Cheikh Anta Diop, c'est le seul parti et le seul leader que Cheikh Anta Diop a eu à citer dans ses ouvrages comme étant même le prototype du leader africain qu'il faut pour l'Afrique de demain. C'est pourquoi, quand vous lisez un livre comme Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, le professeur Cheikh Anta Diop prend justement l'UPC et Nyobe comme étant dans les parangons, les vades mekoum que l'Afrique devait suivre pour pouvoir avancer. Donc vous voyez très bien que la situation telle que nous l'avons présentée sied à notre thématique et elle sied davantage, n'est-ce pas, aux différentes thématiques qui permettront justement à cette Afrique-là de rayonner. Alors, pour revenir à vous savez, l'Afrique a ceci de particulier que elle est de tout temps en lutte. En lutte contre qui, me demandera-t-on? En lutte contre les envahisseurs. Depuis la haute antiquité égyptienne, nous savons que les coalitions des peuples de la mer, les Hyksos, les peuples du désert et différents autres peuples, jusqu'aux Grecs et aux Romains, ont toujours perpétré des attaques permanentes contre l'Afrique. Et il y a eu un complot contre l'Afrique. Ce complot ne s'est pas arrêté simplement avec l'Égypte ancienne. Après que l'Égypte ait été déstructurée,
les empires qui sont constitués bien après ont subi ces mêmes attaques, notamment avec les Almoravides marocains. C'est vrai, frère, que tu es déjà en plein, n'est-ce pas, dans l'émission. Nous étions encore sur les préliminaires, parce qu'il est important de rappeler que tu es historien et c'est toi qui seras la personne ressource de cette nouvelle émission, l'histoire de l'Afrique à travers les textes. L'histoire de l'Afrique à travers les textes, très beau concept de Kemet Télévision, parce que généralement, l'histoire telle qu'elle est présentée, généralement c'est des faits généraux. Et des émissions comme celle-ci ont pour objectif d'entrer dans le texte, parce que c'est ça l'important, et de puiser dans la pensée des auteurs. Parce que c'est en puisant fondamentalement dans la pensée des auteurs qu'on peut comprendre quel sens donnait-il aux faits, n'est-ce pas, qu'ils rapportent dans leurs différents ouvrages. Et pour la question, nous allons donc entrer dans ces textes et vous allez comprendre très bien que, en prenant les écrits des Européens, des Occidentaux, des leucodermes concernant l'histoire de l'Afrique, la remarque qui se dégage, c'est qu'il y a des pans de notre histoire qui, par mauvaise foi ou par déni de la vérité, ces comptes rendus de ces propres Européens ont été honnis par leurs propres frères européens. Donc il s'agira pour nous de revenir sur ces faits que les Européens eux-mêmes ont dit de l'Afrique, que les Africains ont dit de l'Afrique, afin d'entrer fondamentalement dans ce qu'est la réalité historique. Parce que si cela n'est pas fait, vous savez tout comme moi que la lecture, généralement, a ceci de particulier qu'en Afrique notamment, c'est devenu quelque chose d'une certaine classe. Et on ne permet pas à tout le monde d'entrer en contact, n'est-ce pas, avec ces ouvrages. Et généralement, ce sont des ouvrages qui se présentent comme des ouvrages très rares. Donc, nous voulons contribuer à notre façon à mettre cela à la disposition de tout le monde pour que les gens puissent par eux-mêmes vérifier, n'est-ce pas, de la réalité des faits. C'est pourquoi donc nous avons choisi... C'est ça la démarche scientifique qui est très propre à Kemet Télévision. Effectivement. C'est pourquoi nous louons cette initiative de Kemet Télévision qui a donc décidé de reprendre cette histoire, mais non plus de manière généraliste, mais de venir fondamentalement dans ce qu'est le texte. Parce que ce n'est qu'à travers lui qu'on peut discuter de telle ou de telle autre question. Parce que si on se refuse cette, n'est-ce pas, gymnastique intellectuelle, vous allez voir qu'on tombe donc justement dans les généralités, et ces généralités qui parfois ne permettent pas aux gens de saisir la teneur de certains éléments. Donc il est question donc pour nous d'entrer dans ces textes, et nous verrons comment, à travers, n'est-ce pas, un certain nombre d'années, à travers l'évolution, les textes ont donné la réalité, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Afrique. Ça veut tout simplement dire qu'à chaque édition de cette émission, l'ouvrage d'un auteur sera sélectionné et on disséquera les différentes thématiques qui s'y trouvent. Effectivement, parce que nous pensons que le seul élément, et c'est ce que le professeur Cheikh Anta Diop dit justement dans l'ouvrage qui va ouvrir, n'est-ce pas, le bal intellectuel dans lequel nous sommes inscrits, dans Antériorité des civilisations nègres. Il dit justement que on doit laisser de côté toute imagination et imaginaire concernant l'histoire de l'Afrique en surfant sur l'analyse psychologique des auteurs. Parce que quand on ne peut pas apporter la preuve scientifique, on commence donc justement à gloser sur la sociologie et la psychologie de l'auteur pour lui affubler, n'est-ce pas, des choses qui ne paraissent pas fondamentalement dans son ouvrage. Cela permet quoi? Un, de distraire, premièrement. Deuxièmement, de fuir le débat. Et fuir le débat scientifique. Parce qu'à chaque fois que vous allez voir quelqu'un, au lieu d'entrer dans le fond du sujet, vous ramène dans vos positions psychologiques, ça veut dire qu'il fuit justement le débat et ne voudrait pas que les gens, n'est-ce pas, aient un intérêt particulier sur ce qui est dit dans l'ouvrage. Il permet par là, n'est-ce pas, premièrement, de procéder à une sorte de disqualification de l'auteur et deuxièmement, à promouvoir une idéologie qui ne rend pas compte
n'est-ce pas, de la réalité des travaux qui ont été émis. Donc nous pensons que nous avons choisi donc les textes parce que il n'y a que le texte qui peut séparer les scientifiques, il n'y a que le texte qui peut séparer, n'est-ce pas, les différents protagonistes dans ce combat dans lequel nous sommes. Bien entendu, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans cette introduction générale, et justement nous avons sélectionné l'ouvrage du maître, j'aime bien l'appeler comme ça, Cheikh Anta Diop, intitulé « L'antériorité des civilisations nègres ». Il est celui-là même qui a battu en pleine couture la communauté scientifique au fameux colloque du Caire. Il est celui-là qui est considéré par beaucoup, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, comme le plus grand scientifique du XXe siècle. Il est également celui-là qui a ouvert la connaissance à bon nombre d'intellectuels africains aujourd'hui qui diffusent la science, n'est-ce pas, laissée par Cheikh Anta Diop. Alors, antériorité des civilisations nègres, mythe ou réalité. Pourquoi ce titre? J'aimerais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, préciser quelque chose. D'accord. Parce que la biographie des auteurs est parfois très importante pour comprendre leur cheminement. D'accord. Cheikh Anta Diop naît le 26 décembre 1923. Donc au jour d'aujourd'hui, nous célébrons le centenaire du professeur Cheikh Anta Diop. Donc le 26 décembre prochain, nous allons célébrer donc le centenaire de Cheikh Anta Diop. Vous voyez très bien que 2023 donc est une année particulière. Une émission comme celle-là naît en 2023. Les symboles sont forts. Et justement, voilà le titre de l'ouvrage justement qui est présenté chez Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou réalité. Merci à la régie. Oui, effectivement. Tu poursuis, frère. Vous voyez très bien que on fêterait son centenaire. 26 décembre 1923, 26 décembre 2023. Vous constatez que dans son cheminement, c'est un esprit précoce. Déjà au secondaire, il s'était permis de traduire les formules mathématiques en Wolof. Ce qui était osé pour un nègre en pleine colonisation. Il ne pouvait pas arriver à l'esprit de quelqu'un à cette époque de faire ce travail. Et au-delà de cela, à une époque où l'Afrique était en pleine domination justement. Coloniale. En pleine domination coloniale. Étant encore élève au secondaire, il se permet donc de traduire des formules mathématiques, de traduire la théorie de la relativité en Wolof. C'est osé. Et vous voyez la précocité de l'esprit. Précocité de l'esprit parce que c'est un destin qui avait été, pour le moins qu'on puisse dire, annoncé à l'avance. À l'âge de 4 ans, il est raconté que le chef des Mourides, puisqu'ils sont familiers, Cheikh Ahmadou Bamba est l'oncle de Cheikh Anta Diop, fondamentalement, de par sa mère. À l'âge de 4 ans donc, Cheikh Ahmadou Bamba le voit et dit à sa mère, cet enfant est un grand homme pour l'Afrique. Cheikh Ahmadou Bamba le dit. Il lui demande donc de tirer sa langue. Il a écrit sur la langue de Cheikh Anta Diop. Il a demandé à l'enfant d'avaler. Et depuis cette période donc, on voit l'évolution de Cheikh Anta Diop. Quand il fait la thèse, qui deviendra l'ouvrage Nation Nègre et Culture, en 1954, c'est une thèse qui a été refusée. Parce que c'était osé pour un nègre à cette époque de remettre en cause, n'est-ce pas, les fondements de la littérature colonialiste, négrophobe de cette période et avec, n'est-ce pas, un ensemble de fondements scientifiques. Il fallait être courageux comme lui-même le dit. Très courageux d'ailleurs. La preuve, quand Nation Nègre sort, un vide est fait tout autour de Cheikh Anta Diop. Tous les Africains fuient à Cheikh Anta Diop. Même quand Césaire... Justement, j'allais parler d'Aimé Césaire. Quand il a lu ce livre, effectivement, il est fasciné. Il fait le tour de Paris pour demander aux nègres de lire cet ouvrage. Le vide est également fait autour d'Aimé Césaire. Parce que les nègres à cette époque, chacun militait pour une carrière. Même ceux qui étaient dans la lutte indépendantiste. Curieusement. Donc vous voyez très bien que la précocité de Cheikh a fait que c'était un esprit qui était préparé. Et je vous dis, quand on entre dans le cycle zodiacal, 26 décembre, vous voyez qu'il naît après le solstice. C'est-à-dire le 26. Le 25, c'est la victoire du soleil. N'est-ce pas? Quand on entre dans l'analyse du ciel, c'est la victoire du soleil. Donc il naît juste un jour après. Donc c'était un être prédestiné. D'accord. Dans la, je veux dire,
la cosmogonie occidentale, on dirait qu'il est Capricorne. En Afrique, c'est un rhinocéros. Hein? Le Capricorne en Afrique, c'est plutôt le rhinocéros. Donc vous voyez que c'est un être qui déjà avait des prédispositions, n'est-ce pas, à faire ce qu'il a fait. Et vous voyez qu'en si peu de temps, il a produit cet ouvrage. Il a balisé le chemin. Le professeur, mon maître, le professeur Corvirek Miret, elle m'a dit, il se demande si Cheikh Anta Diop est dépassable. Parce qu'on ne dépasse pas un esprit de ce genre. Et c'est la vérité. Parce qu'on a qu'à voir aujourd'hui, il n'y a que son poulain, le professeur Obenga, qui a pu faire à peu près ce que le professeur Cheikh Anta Diop a dit. Mais en dehors, vous voyez un intellectuel pluridisciplinaire, exigeant de la physique nucléaire, il passe à l'histoire. En passant par la mathématique. Il passe par la mathématique, il passe par la chimie, il passe par la philosophie, il passe par l'anthropologie, il passe par la linguistique. L'histoire. L'histoire. Et l'archéologie. Alors, vous ne pouvez pas avoir un être qui est aussi talentueux. Et les Blancs ne pouvaient pas se rendre compte qu'à un moment donné comme celui-là, qu'il puisse avoir un esprit aussi pluridisciplinaire, compétent dans toutes ces disciplines, et, chose curieuse, aller creuser même dans la science occidentale, c'est-à-dire apprendre le grec ancien, apprendre le latin ancien, pour pouvoir déceler, piocher et retirer comme des artefacts ce que les anciens Grecs, les ancêtres des Européens avaient dit concernant l'Afrique. Donc vous voyez que c'est très osé de la part de Cheikh Anta Diop, et aujourd'hui nous sommes fiers que Cheikh Anta Diop ait osé. Parce que si nous parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il a osé. D'accord. Avant de prendre justement le contenu de l'ouvrage qui est inscrit à l'ordre du jour ce matin, à savoir l'antériorité des civilisations nègres, mythes aux réalités, nous allons finir justement avec la biographie de Cheikh Anta Diop. Nous nous rendons compte de plus en plus aujourd'hui qu'il est contesté. Est-ce que c'est parce qu'il est incompris ou alors la thèse que Cheikh Anta Diop a laissée comme héritage est obsolète? Si oui, avons-nous des nouveaux éléments et pourquoi est-ce que la communauté scientifique ne s'est pas assise et de façon unanime et apporté donc des nouveaux éléments qui battent en brèche justement les différentes thèses de Cheikh Anta Diop, notamment sur la thèse sur l'origine de l'humanité. Beaucoup également disent qu'il était musulman. Or, ça ne cadre justement pas avec le combat kamite que nous menons. Beaucoup également disent que, pas que beaucoup disent, mais Cheikh Anta Diop avec une femme blanche. Beaucoup se posent donc la question de savoir si est-ce que ce n'était pas un frein pour le combat qu'il menait pour la renaissance de l'Afrique. J'aimerais dire ceci en ce qui concerne les thèses de Cheikh Anta Diop qui seraient obsolètes. Et en ce qui concerne également le fait de la méconnaissance de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. On ne peut que combattre ce qu'on connaît. Alors, ceux qui combattent Cheikh Anta Diop connaissent très bien l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et ils savent que les thèses de Cheikh Anta Diop sont indestructibles sur le plan de la science. C'est pourquoi donc justement, ils vont surfer sur la psychologie de Cheikh Anta Diop. Ils ne surfent pas sur le travail scientifique de Cheikh Anta Diop. On peut prendre toutes les recherches sur la question. Toutes les recherches sur la question. La preuve, pour contredire une thèse, il faut d'abord énoncer quelle est cette thèse et dire quelle est la thèse contraire. Mais ce que tous ces scientifiques ne font pas. Ils glosent sur, n'est-ce pas, les appartenances racistes, voire raciologiques de Cheikh Anta Diop. Que Cheikh Anta Diop serait un raciste à rebours, un gobiniste à rebours, qui attribue au monde noir toutes les capacités intellectuelles. Ça veut dire que, ils ont lu Cheikh Anta Diop et ils savent très bien que Cheikh Anta Diop ne défend pas une thèse pareille. Cheikh Anta Diop dit que quel que soit le peuple qui aurait été dans la vallée du Nil, dans les mêmes conditions qu'avaient été les Égyptiens anciens, ils auraient créé la civilisation. Alors, si quelqu'un le dit, et vous me dites après qu'il est raciste, ça veut dire que vous êtes de mauvaise foi. Il y a un livre qui est sorti, le livre de Madame Mary Lefkowitz. Elle a écrit, le titre de son livre c'est en anglais, Not Out of Africa. How Afrocentrism is teach, how Afrocentrism is teach, how history, please, is teach as a myth. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans son livre? Quand on dit Not Out of Africa, c'est une façon pour les anthropologues de désigner que
ils le disent, quand les anthropologues disent out of Africa, ça veut dire que tout est parti de l'Afrique. Quand elle dit not out of Africa, ça veut dire que tout n'est pas parti de l'Afrique. C'est la thèse de Mary Lefkowitz. Dans cet ouvrage, elle tense le professeur Molifi qui était à Santé, elle tense le professeur Cheikh Anta Diop, et elle tense le professeur Obenga. Sauf que, par malhonnêteté intellectuelle, elle ne dit pas quelle était la thèse de Cheikh Anta Diop. Elle ne dit pas quelles sont les thèses du professeur Molifi qui était à Santé, qui défendent l'afrocentricité. Parce qu'elle elle parle d'afrocentrisme. Qui est même le fondateur de l'afrocentricité. Oui, elle parle de afrocentrisme. Et pourtant, le professeur Molifi parle de afrocentricity. Il y a la nuance entre afrocentrisme et afrocentricité. Il y a une grande nuance, un grand fossé. Alors, pour revenir au professeur Cheikh, les gens connaissent ces thèses. Mais comme ces thèses dérangent, et que ce soit un nègre qui ait posé cette thèse comme thèse scientifique, indestructible jusqu'à l'heure actuelle. Mais, quand Champollion écrit en disant que l'Égyptien ancien, en disant que la civilisation nègre de l'Égypte est une civilisation due aux populations du Sud venues de l'Afrique. Il faut préciser, Jean-François Champollion, le petit frère de l'autre. Oui, le petit frère de l'autre. Cet égyptologue de bonne foi. Effectivement, Jean-François Champollion de bonne foi, contrairement à Champollion Figeac, son grand frère, qui était de très mauvaise foi et qui a falsifié les travaux de son petit frère. Effectivement. alors vous voyez très bien que il n'y a pas autant de combats qui est mené contre Jean-François Champollion. Parce qu'il était blanc, on peut lui accorder un certain bénéfice. Mais quand c'est un nègre qui pose fondamentalement, n'est-ce pas, cette thèse comme étant des thèses scientifiques et les prouve, ça dérange. Parce que il est plus facile pour lui d'être lu par ses frères nègres. Et que, dorénavant, il n'y aura plus de tutelle intellectuelle. La tutelle intellectuelle est partie à la poubelle. Dorénavant, les nègres vont penser par eux-mêmes et se référant notamment à leurs propres frères qui ont posé la science comme élément scientifique, justement. Et désormais sera respecté dans le Conseil des Nations. Vous rappeliez à propos le fameux colloque du Caire qui a eu lieu de janvier à février 1974. C'est deux Africains contre le reste du monde. Il faut le préciser. Et quand on dit le reste du monde, c'était la crème de l'égyptologie. Vécouteur, le clan, Yoyot, c'était pas n'importe qui. Mais, quelle est la conclusion du colloque de Caire de 74? Nous voulons bien écouter ça. Et il faut même dire qu'à cette époque, Obenga n'était pas encore véritablement aguerri. Ça veut dire que c'était pratiquement seul contre toute l'humanité sur le plan scientifique. La conclusion dit ceci. Les minutieuses préparations des professeurs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont été toujours sans équivalence de l'autre partie. Il s'y est installé, c'est ce qui m'intéresse, un véritable déséquilibre dans les débats. Et cette conclusion n'est pas celle d'un Africain, c'est le professeur Leclan, le maître de l'égyptologie française. À cette époque. Maître de l'égyptologie française. Alors, vous voyez très bien que on ne peut pas s'amuser à nous ramener dans des combats de bas-fond. Mais à la réalité, le combat est ailleurs. En fait, c'est une technique de distraction et de diversion que de le faire. Il faut même dire, parlant du colloque du Caire, que c'était une initiative justement de l'UNESCO. De l'UNESCO qui avait demandé au professeur Cheikh Anta Diop d'écrire le 4e chapitre, je crois bien, de l'histoire générale de l'Afrique. Et elle a proposé que comme il est contesté, il était important qu'on s'asseye avec toute la communauté scientifique. Et elle a donné un an aux scientifiques les plus brillants de chaque pays, n'est-ce pas, avec le thème au préalable qu'on devait aborder pendant les travaux. C'est ce qui avait été fait, l'UNESCO a accepté. On a contacté les plus grands scientifiques de tous les autres pays à qui on a justement donné la thématique. Un an plus tard, ils se sont donc retrouvés au fameux colloque du Caire de 1974. Et Cheikh Anta Diop a démontré avec maestria au tableau, s'il vous plaît, la parenté, l'histoire véritable de l'Afrique, où effectivement, il nous a fait savoir qu'il a pris un fragment de la peau de momie Ramsès II, pour ne pas le nommer, et au laboratoire, il s'est avéré que les Égyptiens anciens étaient des Noirs. Effectivement. Alors, vous voyez donc que, pour revenir donc au colloque du Caire, il y avait aussi également une exigence du professeur. Que si leur thèse, c'est-à-dire des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga, gagne durant ce colloque, qu'on change tous les manuels scolaires.
Mais vous voyez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ça n'a pas aucun été manuel fait. n'a été changé sur la question. Vous voyez que de l'autre côté de ceux d'en face, il y a de la tricherie, il y a de la mauvaise foi. Je tiens également à rappeler une anecdote. Le professeur Obenga, quand il était au Cameroun en 2019, nous fait comprendre qu'en effet, lui ne s'intéressait pas à l'égyptologie. Il ne s'intéressait même pas à Cheikh Anta Diop. Vous savez qui a fait découvrir au professeur Obenga Cheikh Anta Diop? C'est le professeur Joseph Mbui, camerounais. Ils sont à Paris, Joseph Mbui l'interpelle. Paix à son âme qui est Paix à décédé. son homme qui est depuis. décédé. Il lui dit, mais il y a un Sénégalais là qui dit des choses. Qu'est-ce que t'en dis? Il dit, ah, les nègres avec le... Ils pensent comme ils sont en France. Bon, ils côtoient un peu les Français, ils pensent qu'ils sont illuminés. Le professeur Joseph Mbui insiste. Il lui dit, non, il a écrit un livre, La Nation Nègre. Il faut lire ce livre pour t'en faire une idée. C'est comme ça que, bon, il se décide, comme le professeur Joseph Mbui l'importunait, il achète dans le livre, il se met à lire. Le déclic. Le déclic. Nation Nègre et Culture, Nation Nègre et a Culture. changé sa vision du Effectivement. monde tout de suite. Et c'est à partir de ce moment qu'il commence à chercher le professeur Cheikh Anta Diop et devient donc son disciple. Et, autre anecdote, quand ils sont arrivés au Caire, on a tout fait pour pouvoir séparer le professeur Cheikh Anta Diop du professeur Obenga. Parce que le professeur Obenga était ministre plénipotentiaire. Il a été reçu avec tous les hommages diplomatiques. Ce qui n'a pas été fait pour le professeur Cheikh Anta Diop. On voulait donc se servir de ça pour l'isoler du professeur. Mais il n'a pas cédé à cette machination. Et le professeur Diop lui disait, à chaque fois que tu prendras la parole, durant le colloque, il faut toujours me regarder. De peur qu'il ne fasse une erreur. Il lui disait, regarde-moi toujours. Quand tu prends la parole, il faut me regarder. Parce que tu peux faire une erreur, je corrige là à travers mes regards. Et c'est ce qui s'est passé durant ce colloque. Vous voyez très bien que, alors, les gens peuvent supputer, les gens peuvent gloser, les gens peuvent chercher à détruire les thèses qui sont indestructibles jusqu'à l'heure actuelle. Mais, le faisant, sans toutefois apporter un élément scientifique qui sous-tend leur antithèse. Vous voyez très bien que, au jour d'aujourd'hui, il est combattu parce que de plus en plus, les Noirs s'approprient Cheikh Anta Diop. Et qu'en est-il de son appartenance musulmane, justement? Appartenance musulmane. Vous voyez, c'est une question qui revient chaque fois. Il y a d'autres qui disent même qu'il était franc-maçon. Mais moi, j'ai une réponse très claire envers cela. Bon, s'il était franc-maçon, donnez-moi son obédience maçonnique. C'est très simple. On vérifie. Il était de la Grande Loge nationale française. Il était du Grand Orient de France. Il était de la loge Misraïm. Il était de quelle loge? Donnez-nous la loge. On peut vérifier. Parce que là-bas, ils ont des listes. Alors, ils ne peuvent pas vous le donner. Justement, ils sont dans la diffamation. Parce que, aujourd'hui, les thèses de Cheikh Anta Diop dérangent. Et ils savent très bien. À chaque fois, l'Afrique va chercher à se réapproprier ces thèses. Il y a donc des préconçus qui seront détruits par eux-mêmes. Alors, sur son appartenance musulmane, je tiens à dire ceci. Cheikh Anta Diop, je vous ai dit qu'il était neveu, il est neveu de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba qui est le fondateur des Mourides. Alors, c'est qui les Mourides? Les Mourides sont des Africains qui ont décidé, un, de ne plus aller à la Mecque. Ils ont leur lieu saint au Sénégal, Touba. D'accord. Deux, ils ont décidé de ne pas parler arabe. Ils ont décidé de crier leur Coran en Wolof. Ils ont décidé de prier en Wolof. Vous voyez très bien. Alors, vu sur cet angle, oui, on va me dire Cheikh Anta Diop priait. Bon, oui, il priait. Mais priait-il en arabe? Parce que les autres de l'autre côté disent que Dieu n'entend que l'arabe. Mais les mourides ont dit Dieu peut aussi entendre le Wolof. Le lieu saint ne peut pas seulement être un caillou qu'on a mis là-bas à la Mecque, sur lequel les gens viennent faire la circumambulation. Le lieu saint peut être également tout bas. Alors, vous voyez très bien que, vu sous cet angle, un musulman ne pouvait pas écrire les thèses de Cheikh Anta Diop. Bien sûr. Il faut qu'on soit sérieux. Et d'ailleurs, dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, il appelle à un conseil général d'un clergé africain. Vous pensez qu'un musulman peut le dire? Pas du tout. Alors, donc, vous voyez très bien que ça relève toujours de la diffamation. C'est-à-dire, on diffame parce qu'on veut à tout prix salir. C'est pourquoi je vous ai dit, étant battus sur le plan de la science, ils vont donc récupérer ces aspects de la sociologie et de la psychologie pour pouvoir embrouiller et brouiller les pistes. D'accord. Alors, sur le fait qu'il ait marié une femme blanche, c'est la preuve que Cheikh Anta Diop n'était pas raciste. Très bien. C'est la preuve qu'il n'était pas un raciste. Parce que si Cheikh Anta Diop était raciste, il ne marierait pas Marie Maës Diop. Vous voyez un peu ce Est-ce que je nous veux sommes rationnels dans le discours ou on le fait parce que justement Cheikh Anta Diop est acquis à notre cause? Ce n'est pas une question. Je vais vous dire une chose. Je vais prendre le cas du défunt président du Ghana.
Jerry Rawlings. Oui. Il est métis, il était métis, de père anglais. Mais regardez ce que Jerry Rawlings a fait au Ghana. C'est lui qui a révolutionné justement la démocratie au Ghana. Jerry Rawlings est allé jusqu'à faire fusiller un de ses cousins. Parce qu'il s'était permis de prendre dans les caisses de l'État. Vous voyez très bien que chez nous, Africains, on ne pose pas la question de la race, de la couleur de peau. On pose la question des valeurs. Très bien. Si vous n'avez pas ces valeurs, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez ce que vous voulez, messieurs, il y a un camp qui est le vôtre. Vous voyez très bien. Prenons l'Égypte ancienne encore comme exemple. Sata, il était comment? C'était un albinoïde. Est-ce qu'il a été fait ce qu'il a été fait parce qu'il était albinoïde? Non. C'est parce qu'il avait une attitude, premièrement, revancharde. Il était ce qu'on appelle un nombrier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a acheté toujours dans le noir. Et il était veule, hypocrite. Il n'agissait jamais en face. Il passait toujours par des détours. Et quand les Occidentaux lisent cela, ils croient que c'est d'eux qu'il est question. Non. L'Africain ne parlait jamais de quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau. Et on vous dit, Seth est frère d'Osiris. Et Osiris est dit qui? Le très noir, le Kemour. Le très noir. Mais son frère est albinoïde. Alors, vous voyez très bien que on juge ici des valeurs de l'homme. On juge ici de leur capacité à s'élever afin d'arriver à la divinisation. Encore que lorsqu'on voit les thèses justement de Cheikh Anta Diop, on se rend compte qu'il n'y a pas une influence de son épouse blanche sur ces thèses. Parce qu'elle-même, elle se serait sentie offusquée. Que quel est ce nègre qui tape sur ma race? Mais jamais elle n'a posé cela comme étant un fondement sérieux. D'ailleurs, elle a écrit un livre, La géographie en Afrique, le titre m'échappe un peu, là où elle parle de l'esclavage. Et où elle vous donne la réalité de l'esclavage, Marie Maes Diop. Elle vous donne la réalité de l'esclavage. Que disent ceux dont les ancêtres ont participé ou ont pratiqué cette activité? Qu'il y a au plus 15 millions d'Africains qui ont été retirés sur le continent. Mais, que vous dit Marie Maes Diop? Qu'entre 250 millions et 300 millions d'habitants d'Africains ont été retirés du continent. Elle vous donne preuve à l'appui. Parce qu'à la même période, l'Afrique avait à peu près la même population que l'Asie. Environ 600 millions d'habitants. On ne peut pas comprendre qu'après 400 ans, la civilisation africaine chute autant. Effectivement. Ça veut dire qu'il y a une saignée humaine d'une très grande importance. Une razzia. Une razzia pour que, n'est-ce pas, la civilisation puisse tomber autant qu'elle est tombée. Vous voyez très bien? Alors, donc, en ce qui concerne la race, en ce qui concerne d'autres choses, moi je pense que ce sont des idéologues qui n'ont rien à apporter sur le plan scientifique, qui peuvent se permettre de dire ce qu'ils disent. D'accord, frère. Venons-en donc à la thématique contenue dans cet ouvrage que nous voyons sur le petit écran chez Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres. Quelles sont les thématiques justement abordées dans cet ouvrage? Cheikh Anta Diop, c'était un esprit éveillé. Et il savait frapper les mots. Je prends d'abord le titre. Antériorité des civilisations nègres. Pourquoi il dit nègre, pas noir? Pourquoi il ne dit pas africain? Parce que, vous voyez que le nègre là vient de nigrum, du latin. Et quand vous interrogez le latin, le nigrum c'est tout ce qui donne la vie. C'est pourquoi quand vous entendez parler du Niagara, du Niger, le fleuve Niger, c'est tout ce qui produit la vie. Donc le Nil lui-même est Niger, le Nil. Parce que le Nil contient tout ce qui a permis aussi à la civilisation égyptienne d'être ce qu'elle est. Parce que vous voyez, c'est très rare qu'un fleuve passe entre deux bandes de désert et que ce fleuve soit porteur de fertilité, soit porteur de prospérité. Donc, dans le sens latin du terme, quand on dit nigrum, nigrum c'est ce qui donne la vie, c'est tout ce qui donne la vie. D'accord. C'est pourquoi le professeur Cheikh dit nègre. Et il renchérit en disant que nègre c'est le superlatif de noir. C'est pourquoi on dit qu'Osiris c'est le Kemour, le très noir. Vous voyez? Le sous-titre c'est quoi? Mythe ou vérité historique. En fait, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. C'est une question qui a déjà sa réponse.
le professeur Cheikh Anta Diop savait frapper mythe ou vérité historique? C'est une question rhétorique qui a déjà sa réponse. D'accord. Alors, il met donc la conscience et l'intelligence de ceux qui combattent ces thèses à regarder si ces thèses sont des thèses mythiques ou mythologiques ou ces thèses sont des thèses historiques. Il le démontre. Et vous allez lire, quand vous lisez la préface de 1967, d'antériorité, il le dit clairement, que j'invite tous les chercheurs sur le plan du champ scientifique qu'on aille sur ce débat. Je ne prétends pas avoir l'essentiel de la connaissance. Je ne prétends pas avoir fait le tour de la question. Mais je prétends que ce que je défends comme thèse jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a été défendu par aucune antithèse. D'accord. Alors, c'est pourquoi il les jette donc sur la question. Donc, vous voyez que le livre suit Nation, Nègre et Culture. Et le sous-titre de Nation, Nègre et Culture est évocateur. De l'antiquité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Donc, il posait déjà la question. Alors, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse. Peut-être avant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que la façon de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, de présenter ces thèses ne cadre pas avec une certaine classe intellectuelle? Est-ce que monsieur tout le monde peut lire les thèses de Cheikh Anta Diop à travers ses ouvrages et se retrouver? Et c'est justement le reproche que lui a fait le géostratège Dr Pougala. En fait, je pense que Pougala ne défend plus ses thèses. Parce qu'il a reçu une leçon magistrale des Kamites qu'il voulait attaquer. Parce que justement, le docteur Pougala est entré dans un confusionnisme qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi nous disons que pour attaquer un auteur, il faut l'avoir lu. Et l'avoir lu profondément. Je pense que Cheikh Anta Diop est à la portée de tout le monde. D'accord. Pourquoi? Cheikh Anta Diop étaye ses thèses. Et quand il étaye ses thèses, c'est pour les ramener à leur plus simple expression. D'accord. Quand il évoque une donnée, il va vous prendre, n'est-ce pas, l'antiquité grecque, l'antiquité latine, l'antiquité arabe, l'antiquité européenne, pour expliquer ce qu'il explique. Pourquoi le fait-il? Parce que comme beaucoup d'Africains puisent à cette source malsaine occidentale, il reprend donc ces mêmes sources à l'intention des Africains. Pour les dire, attention, la source à laquelle vous allez, voilà à la réalité ce que les dévanciers de cela avaient dit. Ça fait que ça vous frappe l'imagination. Donc c'était ça la stratégie du professeur Cheikh. Et cette stratégie a été payante parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne, je dis sur le plan scientifique, n'a détruit ces thèses. Effectivement. Donc vous voyez très bien que c'est important que les Africains se réapproprient l'œuvre de Cheikh Anta Diop. C'est pourquoi ça fait trembler la communauté scientifique occidentale et leurs succédanés. Oui, justement, sur le domaine de l'origine de l'humanité, il y a deux thèses justement qui s'affrontent. Il y a la thèse monogénétique, celle-là qui s'appuie sur les données de l'archéologie préhistorique, et la thèse polycentrique qui ne s'appuie sur aucun élément. C'est une preuve de ce que vous êtes en train de dire, que pour critiquer une œuvre, il faut la lire et avoir des éléments contraires susceptibles, n'est-ce pas, de battre en brèche la thèse qui est présentée dans l'ouvrage en question. Effectivement, nous allons entrer dans cette question de l'origine de l'humanité. Vous voyez très bien que on peut gloser sur ce qu'ils ont aussi appelé le polygénisme. Mais le professeur Cheikh Anta Diop, dans une conférence qu'il tient à Niamey en 1984, il dit ceci, certes, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais ce n'est pas un berceau à roulettes. Ça veut dire que il n'y a qu'en Afrique où on peut retrouver toutes les traces de l'évolution de l'hominidé. C'est le seul continent sur lequel on peut les retrouver. Vous ne retrouvez pas ça en Asie. On a essayé de nous dire qu'il y a Oui, puisqu'à une certaine époque, il y a certains historiens qui disaient justement que le berceau de l'humanité était fixé en Asie. En Asie. Et puis ça a eu des roulettes et puis ça s'est retrouvé plus tard. C'est pourquoi le professeur dit que ce n'est pas un berceau à roulettes. C'est l'Afrique.
Bon, si vous ne pouvez pas le comprendre, pourquoi? Parce que dans la démonstration qui est faite, les gens, ils sont allés jusqu'à falsifier même les crânes. Vous savez, le crâne de Piltdown, où on voulait montrer qu'il y a eu l'homme européen, qu'il y a eu un homme européen, un homo européanus de Vacher de la Pouge et de Gumplowitz. Hein? Un homo européanus. Bon, on l'a dit, montrez-nous l'homo européanus. On est parti inventer le crâne de Piltdown. Mais il est prouvé jusqu'au jour d'aujourd'hui que le Grimaldien, le premier être européen qui est arrivé sur la terre d'Europe, c'est-à-dire le premier noir à s'établir sur les terres européennes. Le Grimaldien est nègre. C'est 20 000 ans après qu'on a un blanc, qui est le Codème, qui apparaît. L'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'ils font des confusions pour embrouiller justement la conscience. À n'en plus finir. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on va vous peindre le Cro-Magnon et le Grimaldien, on va vous montrer deux hommes de la même espèce. En fait, c'est pour embrouiller. Mais on vous dit que 20 000 ans avant, il y avait un nègre qui était là. Et la preuve, c'est que dans les mêmes grottes où on a trouvé le Grimaldien, on a trouvé donc les restes du Cro-Magnon. Ça veut dire qu'il y a une suite historique. Effectivement. Il y a eu un patrimoine qui a été transmis. Sinon, comment m'expliquez-vous qu'on retrouve dans les grottes, à Lascaux et partout le sorcier dansant, les mêmes dessins qu'on a retrouvés, les mêmes dessins pariétaux qu'on a retrouvés en Afrique du Sud? Effectivement. Comment pouvez-vous m'expliquer cela? Les mêmes dessins, les mêmes peintures pariétales. Vous voyez que ça pose donc problème même à l'érudition occidentale. D'accord. D'accord, frère. Nous allons poursuivre justement avec le contenu de l'antériorité des civilisations nègres. Vous étiez en train de décortiquer justement le petit titre qui est en bas, mythe ou vérité historique. Alors, quand on parle de mythe, ça veut dire que ce sont des choses qui sont conçues sur l'imagination. L'imagination elle-même qui repose sur l'imaginaire. On peut avoir des imaginaires, mais est-ce que ces imaginaires répondent à la réalité? C'est ce que Cheikh Anta Diop pose. Oui, peut-être vous pouvez faire vos voyages akashiques, ou vous voyez des choses dans vos voyages akashiques, dans le monde astral, ou ce que vous voulez. Mais est-ce que cela répond fondamentalement, n'est-ce pas, à la science historique, à la science des faits? Est-ce que cela répond à cela? C'est pourquoi il parle du mythe. Alors, si on établit que, d'après la philosophie occidentale et ses grands courants de pensée, que l'être noir est un nègre, un, qui n'a rien apporté à l'humanité, deux, qui est un succédané de l'humanité, ça veut dire qu'il est né après, trois, qui est une, comment le dire, une dégradation de l'humanité même, parce que quand on parle de l'humanité, on parle de l'homme. Cela sous-estime que l'homme des glaces, ou bien l'homme de l'hiver, est l'homme, notamment avec les thèses de Gobineau, qui a toute l'intelligence, qui a tout le savoir, qui a tout inventé, et parce qu'il est dans les glaces, cela lui a permis d'avoir un cerveau qui est très développé. D'accord. Mais si on rentre même sur le plan de la climatique, on voit que cette thèse n'est pas défendable. Parce que quand le premier noir arrive en Europe, il y a le facteur climatique qui a joué, il y a le facteur aussi alimentation. Il a la dernière grande glaciation, qu'on appelait la glaciation de Würm. De Würm. C'était un froid... 100 000 ans. 100 000 ans. Un froid rédhibitoire. Il n'était pas possible de mettre le nez dehors. Donc cet être-là vivait dans des grottes essentiellement. Vous ne pouvez pas faire la science dans les grottes. Pendant qu'en Afrique, le climat était... paisible, vivable, propice au développement de la science et de la technique. Parce que quand vous restez dans les grottes, quand est-ce que vous observez la nature? Parce que ce n'est qu'à travers l'observation de la nature que vous faites la science. Bien sûr. D'où même le mot de physique. Quand on dit que les enfants font la physique à l'école. Physique vient de physos, de physos, de physis, qui veut dire nature, dans le sens grec même du terme. Pour faire donc la science, il faut observer la nature. Si vous êtes donc incapable d'observer la nature, vous sortez dehors quand il y a un peu de rayons solaires pour aller chasser le lièvre, le sanglier et le porc-épic. Mais vous ne pouvez pas faire la science. La preuve, l'Europe est restée plus de 20 000 ans. Dans le noir total. Dans le noir total. Pendant que l'Afrique s'est développée et avait atteint son apogée en termes de civilisation. C'est pourquoi dans son propre berceau même, les steppes eurasiatiques, on n'a même pas trouvé un tertre, même pas un tumulus où on a enterré un roi. On vous invente les histoires de Vercingétorix.
Mais qu'on me montre où il y a le tibia de Vercingétorix. C'est une histoire qui a été inventée pour donner un peu d'honneur à la France et partant à l'Occident. Vous voyez très bien que dans ce contexte, entre le climat très froid, glacial, rédhibitoire des steppes eurasiatiques et le climat propice chaud de l'Afrique, d'ailleurs quand on parle de 20 000 ans, regardez par exemple, Ishango date de combien d'années? Ishango c'est 25 000 ans. Donc ça veut dire que l'Européen n'était même pas dans l'histoire. Avant Ishango, il y a Shumlaka ici au Cameroun. Shumlaka c'est 33 000 ans. Ça veut dire que l'Européen n'était pas dans l'histoire. On a déjà, Ishango, on a les mathématiques à base 10 et à base 12. On a l'économétrie, qui est une science pointue aujourd'hui. À Ishango, à Shumlaka, on fait déjà la verrerie. On a déjà les rituels d'enterrement sous forme fœtale. Donc ça veut dire qu'on avait déjà l'idée de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune autre forme anthropologique sur la terre que le noir. Si on monte à 33 000 ans, et ce noir-là avait déjà développé tous les domaines de la vie publique. Les gens ont une focalisation un peu sur l'Égypte. Je peux comprendre. Mais l'Égypte n'est que la sublimation d'une civilisation qui est venue au sud. Effectivement. C'est pourquoi le professeur Alain Anselin dit que l'Égypte est la fille aînée de l'Afrique. Ce n'est qu'une sublimation. Vous voyez que 25 000 ans avant, 33 000 ans avant, on avait déjà créé la civilisation. Et cette civilisation a été sublimée sur la terre égyptienne. Vous voyez très bien que, rien qu'à partir de là, on détruit donc des thèses qui disent, parce qu'eux, ils ne peuvent pas remonter au temps. Quand ils se situent à quoi? À la Grèce. Et quand ils veulent même remonter à la Mésopotamie, on trouve encore que la Mésopotamie est nègre. La preuve, allons lire dans Genèse 10, où on dit les fils de Noé. N'est-ce pas? Il y a Sem, Cham et Japhet. Qui sont les fils de Cham? Canaan, Misraïm, Cush, Pout et Avila. Mais c'est Pout et Avila qui ont fait la civilisation mésopotamienne. Aujourd'hui, on n'a qu'à voir, même dans les représentations de Mésopotamie. Quand vous entendez Ur-Nigisou, il est nègre. Quand vous entendez la Bible de Sanchoniaton, c'est une Bible de nègres. Quand vous entendez les Sumériens, l'écriture sumérienne, elle est essentiellement nègre. Vous voyez très bien que, même s'ils veulent remonter à la Mésopotamie parce qu'ils disent que c'est leur berceau, on va retrouver les nègres. Regardez la civilisation de Mohenjo-Daro et d'Harappa, qui sont des civilisations essentiellement nègres. Vous voyez très bien que, quel que soit le bout par lequel ils prendront l'affaire, ils vont retrouver l'élément nègre. Et c'est ce que défend le professeur Cheikh Anta Diop. Que pour que l'humanité puisse avancer, reconnaissez-le au moins. Effectivement. Pour qu'il n'y ait pas frustration de patrimoine. D'accord. Frère, le sous-titre justement qu'on retrouve en bas de cet ouvrage, est-ce que Cheikh Anta Diop est assez explicite dans cet ouvrage, l'antériorité des civilisations nègres justement, pour rester dans le contenu même de cet ouvrage? Je pense que le professeur, tous ses travaux ont un fil conducteur. Il y a un élément fondamental que le professeur veut mettre en exergue. Socle sur lequel il s'appuie pour développer un certain nombre de... Et vous allez voir que ce soit dans Nation Nègre, que ce soit dans Antériorité, vous allez voir qu'il y a ce même fil conducteur. Alors, l'ouvrage lui-même, je peux le résumer en 4 grandes parties. Il y a la première partie, c'est donc l'antériorité nègre sur tous les autres types humains. La deuxième partie, c'est de montrer également que l'Égypte est nègre dans son essence. La troisième partie, il démontre à travers un certain nombre de données linguistiques l'appartenance de l'Égyptien ancien aux langues nègres d'Afrique. Ou la parenté entre les langues africaines et l'Égyptien ancien. Et la quatrième partie, enfin, il démontre à travers un certain nombre d'éléments culturels, le matriarcat, le totémisme, la posture, les coiffures, la sculpture, que l'Égypte est nègre dans son essence. D'accord. Et le professeur est magnifique. Il fait une différenciation pointue sur la question. Et généralement, on ne perçoit pas la perfidie dans cet élément. Quand les gens disent élément négroïde, au lieu de dire élément nègre, il y a une intention derrière. L'intention, c'est laquelle? On peut admettre que ce sont les nègres. On peut admettre. Mais également, il faut comprendre que c'est ça, en fait, ce qui sous-tend
l'aspect négroïde. Pourquoi il n'y a pas son équivalent, l'écodermoïde? Pourquoi il n'y a pas son équivalent, ou blancoïde, ou asiaticoïde? Pourquoi il n'y a pas leurs équivalents? Mais il y a négroïde. Pourquoi il n'y a que négroïde? Vous voyez très bien que c'est intentionnel, puisque la langue charrie une pensée, la langue charrie un monde, la langue charrie un univers. Et c'est cet univers qu'on veut charrier à travers des mots subtilement arrangés pour pouvoir perdre, n'est-ce pas, l'Africain dans l'analyse qui peut mener sur la question. Alors, la première partie de l'ouvrage m'intéresse, notamment sur l'antériorité de la civilisation nègre. Nous avons essayé de brosser un peu cet élément. Alors, s'il est admis aujourd'hui, parce que les dernières recherches montrent que la chronologie courte situe le premier humain, Homo sapiens sapiens, à environ 250 000 ans. Le premier Homo sapiens sapiens. Et il est né dans la latitude d'Ondurman, dans la zone de Lombo, c'est-à-dire ce que vous voyez, le Kenya, ce que les autres ont appelé le triangle des Bermudes, le Kenya, l'Ouganda, les grands lacs généralement. C'est là où on situe la naissance de l'humain. Et on peut le confirmer. Pourquoi? Parce que quand les Égyptiens anciens disaient Tonnéter, pour dire la terre du Dieu, c'était où? C'était les grands lacs. C'était ça le Tonnéter. C'était la terre du Dieu. Ce sont les grands lacs. Alors, si nous sommes d'accord que 250 000 ans, il n'y avait que le nègre sur la terre, et que c'est en moins 80 000 que le premier nègre sort du continent, à moins 80 000. C'est pourquoi, quand vous regardez, vous feuilletez les travaux de Miss Dorothy, qui a fait des fouilles en Palestine, avec ce qu'elle a appelé le Natoufien, l'homme de Wadi el-Natouf, qu'on a découvert à Jérusalem, en Israël actuel, elle dit que cet homme est un mélanoderme. Et on date cet homme, le Natoufien, entre 10 000 et 8 200. Il est nègre. Donc ça veut dire que même s'il faut trouver le rameau juif, on tombe sur un nègre. Effectivement. Vous voyez très bien que... Et les voies même par lesquelles les Africains, justement, ont migré sont connus. Hein. Il y a le détroit de Gibraltar, il y a l'isthme de Suez et autres. Vous voyez? C'est vrai que beaucoup de gens posent également la question de savoir quels sont les outils qui nous permettent aujourd'hui de savoir avec exactitude qu'il y a 250 000 ans, l'Afrique vivait ceci. En réalité, Cheikh Anta Diop a fait également des propositions. Il a parlé de la méthode radiométrique qui permet d'établir une chronologie absolue, c'est-à-dire une échelle du temps qui permet de remonter aussi longtemps qu'on le veut aujourd'hui, depuis que la Terre s'est formée. À travers ces outils, on peut remonter le temps jusqu'au début de la Terre et se rendre compte effectivement que la première humanité sur cette planète Terre est nègre. Effectivement. Vous allez constater que même la méthode de datation à l'argon, 4, carbone 14, aujourd'hui on abandonne cela de plus en plus. Maintenant il y a une datation au rayon laser, qui est une datation plus calibrée. Et c'est cette datation au rayon laser qui ont permis qu'on puisse remonter à 250 000 ans. Effectivement. Vous voyez très bien que le professeur Cheikh Anta Diop, même à une époque où il faisait ses recherches, on n'avait pas encore atteint la pointe de la technologie. Mais aujourd'hui, avec cette même technologie, on peut se dire que le premier hominidé, le premier homme, même pas l'hominidé, le premier homme, parce que si on veut remonter au premier hominidé, c'est 7 millions d'années, c'est Toumaï. Effectivement, c'est là où j'allais en venir. On parle seulement de 250 000 ans, mais sauf que les fouilles archéologiques ont démontré effectivement que le crâne le plus ancien, c'est le crâne de Toumaï. 7 millions d'années qu'on a retrouvé au Tchad. Au Tchad. Et vous allez voir que tous les fossiles humains, on appelle fossiles les restes d'un être qui a vécu. C'est ça un fossile. C'est pourquoi on leur demande de nous apporter pareil en Asie, pareil en Europe, pareil partout où ils vont. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont retourné la terre tout entière de ce côté-là. Il n'y a rien, eux-mêmes ils le savent. Sinon, pourquoi cette cristallisation sur l'Égypte? Toutes les recherches du monde entier se passent en Égypte aujourd'hui. Toutes les recherches. Pourquoi? Ils découvrent un nouveau tombeau, ils découvrent un nouveau sarcophage, ils découvrent un nouveau temple, tous les jours. Un pays dont le seul nom est toute une science. Et toute une science. Vous voyez très bien que... Et c'est pourquoi ils sont entrés, n'est-ce pas, dans une sorte de concomitance avec le monde arabo-musulman pour bloquer que les Noirs
n'est-ce pas, ne puissent pas se réapproprier ce patrimoine, n'est-ce pas, avec des gens comme les Zaï Hawass, n'est-ce pas, qui sont les grands prêtres, n'est-ce pas, de l'égyptologie. L'ancien ministre de la Culture en Égypte. Hein, les Zaï Hawass. Et il a l'outrecuidance de dire que ses ancêtres, les Égyptiens. L'outrecuidance. Mais il n'a même pas la clairvoyance de regarder le nez du Sphinx. Il n'a pas cette clairvoyance. Il constatera que ce n'est pas un nez crochu. D'accord, frère. Il nous reste exactement 15 minutes d'émission. Le temps va très vite parce que l'émission est assez intéressante. C'est-à-dire la première partie de cet ouvrage parle justement, comme le titre l'indique, l'antériorité des civilisations nègres. Ça veut dire à une certaine époque où il n'y avait pas la race blanche. Bon, c'est vrai qu'en parlant de race, c'est un abus de langage parce qu'on parle de phénotype. Il n'y a pas de race humaine, mais plutôt une espèce humaine, mais avec des phénotypes distincts. Avant que d'autres phénotypes arrivent, donc pendant longtemps, cette antériorité dont Cheikh Anta Diop parle ne fut que le noir qui a régné, qui s'est développé, qui a contemplé, qui a observé et qui derrière a donc créé la science. Maintenant, la deuxième partie de cet ouvrage. La deuxième partie, elle est axée sur l'origine nègre de la civilisation égyptienne. D'accord. Et dans cette origine nègre, vous constaterez avec moi que des éléments, et c'est ça qui a été la clé, n'est-ce pas, au colloque de 74 au Caire. Parce qu'il y a un autre nègre de maison qu'on a utilisé pour pouvoir casser les thèses. Abdallah. Abdallah, le Soudanais, les thèses du professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile, et les thèses du professeur Théophile Obenga. Et c'est le professeur Théophile Obenga de dire à Abdallah que si on ne peut pas s'entendre sur un simple mot kem, mais ça ne vaut pas la peine qu'on fasse ce colloque. Et le professeur Diop de dire il y a plus compliqué que ça. Si on ne peut pas s'entendre, c'est pourquoi le professeur Diop demande donc, je pense que c'était le grammairien du groupe, de trancher le débat avant qu'on ne continue toute autre chose. Et c'est comme ça que le débat a été tranché. Tranché. Oui, pour dire que Kem c'est noir. En faveur justement de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga. Oui. Kem c'est noir, donc on ne peut pas, sur les 1000 mots que l'égyptien ancien contient, c'est le seul mot pour désigner la noirceur. Kem. Et eux-mêmes, ils se désignaient par cette noirceur. Puisque les Médounétais le définissent même assez bien. Effectivement. Vous voyez très bien que, sur cette question, et c'est ça, même le nœud du débat aujourd'hui, par mauvaise foi donc, et par fuite en avant, et par déni scientifique, les gens ne veulent pas l'admettre. Je vous ai dit, Abdallah dit que les Égyptiens sont ses ancêtres. Abdallah. Il dit que les Égyptiens sont ses ancêtres. Pourquoi? Parce que ça rapporte des milliards, n'est-ce pas, à la République arabe d'Égypte. Il faut bien comprendre le nom. République arabe. Vous voyez un pays africain, on le désigne d'arabe. Qui n'a rien à voir avec cette Égypte antique, qui ne portait déjà pas le nom d'Égypte. Voilà. Parce que la zone géographique qui est Égypte aujourd'hui s'appelait Tamérie, c'est-à-dire la terre bien-aimée. Bien sûr. Et quand on parlait d'Égypte, c'est-à-dire Aegyptus, c'était toute l'Afrique subsaharienne. Vous voyez très bien que, rien qu'à partir de cette thèse de la noirceur, et c'est là où le professeur Cheikh Anta Diop avait demandé, mais on lui avait refusé même la peau. Il s'est servi des travaux qui avaient été menés à Manchester pour pouvoir étayer ses thèses. On lui avait refusé, pendant le colloque, de prendre donc un fragment de peau. Oui, 2 cm de peau de momie et de le bombarder avec les rayons artificiels pour voir qu'il y a les graines de mélanine sur cette peau. On lui a refusé cela parce que ça devait être un coup fatal pour le tourisme qui sert les intérêts occidentaux et arabes. Mais puisque les pseudo-savants occidentaux comme les Hérodote et autres qui ont fait l'Égypte et qui ont connu justement l'Égypte à cette période nègre, ont dans leurs ouvrages différents précisé effectivement qu'on les appelait les Agan-Mélanèses. C'est-à-dire extrêmement noir. Oui, trop noir. Trop noir, voilà. Agan-Mélanèses. Trop noir. Et d'ailleurs, les Grecs eux-mêmes, quand ils parlent des Africains, que disent-ils? Archaiotatoi anthropou. Les plus anciens des hommes. C'est les ancêtres des Européens qui disent. Parce que, et c'est là où Cheikh Anta Diop les a cloués. Bon, vous croyez que les Africains ne devaient pas lire les textes grecs? Les Africains les lisent correctement.
Et vos ancêtres disent que les Africains sont les plus anciens des hommes. Archaio, Tatoi, Anthropo. Agan Mélanès. Quand on dit mélan crous veut dire mélane de noir et crous de peau. Bon, quand vous venez nous dire qu'il y a les blancs à la peau, les noirs à la peau blanche, il y a les blancs à la peau noire, mon maître, le professeur Corvi, dit bon, acceptons-le. Mais où étaient les blancs à la peau blanche? Où étaient-ils? Bon, s'il y a des blancs à la peau noire qui ont créé toutes les civilisations de la Terre, mais où étaient donc les blancs à la peau blanche? Vous voyez que ça pose un problème fondamental. Et pour enchérir sur la question, vous comprendrez donc dès lors que la falsification de l'histoire commence dès lors que, à un moment donné, il fallait justifier une certaine activité. Nous n'allons pas encore entrer là-dessus. Ça va faire, n'est-ce pas, l'objet d'autres émissions. Alors, pour revenir donc à l'aspect noir de l'Égyptien ancien, lui-même, il se désigne comme Kem. Quand il dit Kemtiu, avec le déterminatif de l'homme et la femme et les trois traits du pluriel, le peuple noir. Le peuple noir, c'est-à-dire lui, l'Égyptien et les autres nègres. Nous sommes les Kemtiu. Alors, comment est-ce qu'on peut nier cette évidence puisque c'est gravé dans la pierre? Comment on peut nier cette évidence pour venir justifier l'injustifiable? Puisque nous avons des vestiges jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Mais, rendez-vous compte, j'aimerais qu'on projette des images ici. On a découvert des momies avec les rastas. C'est-à-dire, ce que leurs propres ancêtres disaient, qu'ils ont les cheveux oulotriquès, et si oulotriquès, et si mélancroès, et oulotriquès. C'est-à-dire, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Contournés en tire-bouchon. On a dit non, c'était lisse. Mais lisse en grec veut dire, on dit lisse en grec sinotriques. Ce qui est lisse, c'est sinotriques, ce n'est pas oulotriques. Donc, il y a des momies avec des rastas. Un autre élément que le professeur Cheikh apporte à la démonstration, la circoncision. On circoncis en Afrique depuis le pré-dynastique. C'est-à-dire l'Empire égyptien n'était pas encore constitué. On circoncisait déjà en Afrique. Les Européens ne connaissent pas la circoncision. Bien sûr. Ils ne connaissent pas la circoncision. Et c'était l'élément fondamental pour entrer même dans les grands temples. Pour être initié. Il y a l'élément de la circoncision. Il y a un autre élément, le matriarcat. Avant même le matriarcat, et parlant toujours de circoncision, c'est au contact des nègres. Des nègres qu'ils ont commencé justement la circoncision. Mais curieusement, comme la curiosité de l'histoire fait ces choses, on vous dit que c'est le lien par excellence que Dieu a scellé avec son peuple élu. Abraham arrive en Égypte, il n'est pas circoncis. Effectivement, oui. On le circoncis là peut-être 75 ans. Il arrive, il n'est pas circoncis. Ayant donc vu les Africains circoncis, puisqu'on circonciait suivant les classes d'âge. Bien sûr. Et la circoncision même était une initiation. Une initiation. Alors ils récupèrent l'élément et ils disent que c'est le lien que Dieu a scellé avec son peuple élu. Bon, pour parler de liens, qui a plus de liens avec le peuple élu? Celui qui a initié l'activité ou bien celui qui a copié chez l'autre? D'accord. Vous voyez très bien? Parlant du matriarcat. Parlant du matriarcat, l'élément central de la civilisation africaine se base sur la mer. Et on va le voir en égyptien ancien. Quelqu'un m'a posé la question de savoir où est-ce qu'on trouve l'Égypte dans votre Afrique là. Je lui ai dit ceci de très clair. Chez nous, en Afrique d'aujourd'hui, parce qu'ils veulent absolument retrouver l'Égypte en Afrique où ils partent, parce qu'on ne doit plus parler d'égyptologie. On doit simplement parler, n'est-ce pas, de nos villages. Mais je leur ai dit que nos villages sont les répliques de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'à l'ouest de Cameroun, par exemple, à l'époque, quand la femme partait en mariage, elle ne prenait pas le nom de son mari. Effectivement. Elle gardait son nom de jeune fille. C'est pareil en Égypte. La femme ne prenait pas le nom du mari. Et c'est pareil dans beaucoup d'autres peuples jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Les Degons du Mali, par exemple. Prendre le nom du mari, ça veut dire que vous êtes l'esclave du mari. Et pourtant, l'Africain ne peut pas concevoir qu'un être
créé de Dieu, issu de Dieu, puisse être esclave d'un autre. Effectivement, même quand on allait en mariage, on portait toujours le nom de sa mère. De sa mère. Ça veut dire, au lieu de m'appeler Nyamsi Yomba, Nyamsi qui est mon nom et Yomba qui est le nom de mon père, Voilà. je m'appellerais Nyamsi Tommy, Tommy qui est le nom de ma mère. De la mère. Même en allant en mariage. Bien sûr. C'est pourquoi, fondamentalement, et je l'ai découvert très récemment, parce que ça me tire le pied à l'esprit. Je me dis, pourquoi aucun fils de mon grand-père n'a son nom? Aucun des enfants de mon grand-père n'a son nom. Chacun a leur nom. Pourquoi? Parce que justement, il ne doit pas donner son nom à ses enfants. Parce qu'on estime dans la philosophie africaine que chaque être qui vient au monde vient avec ses particularités. Effectivement. Et ce sont ces particularités qui font qu'on vous donne un nom qui sied à ces particularités. D'accord. Donc si je vous donne mon nom, je vous rends esclave de moi. Effectivement. Vous comprenez? Puisque le nom porte une charge. Une charge. Je vous rends esclave de moi. Ça fait donc que les Africains l'avaient compris très tôt et se disaient, je ne peux pas donner le nom à mon enfant. Autre, il peut porter le nom de la mère. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'avec la mère qu'on peut avoir la descendance. Effectivement. Sans la mère, il n'y a pas de descendance. C'est pourquoi elle est le poteau mi-temps de la société. C'est pourquoi elle est le centre de la société. Vous comprenez? Et voilà tous les éléments du matriarcat qui font que l'Égypte est nègre dans son essence. Un autre élément, le totémisme. Bon, totémisme, c'est parce qu'on parle français. Peut-être ça sera pour terminer. Ils sont Effectivement, pratiquement arrivés à la fin de l'émission. le totémisme, vous allez le voir. Quand on parle de 42 noms en Égypte, nom c'est grec. On disait c'est pas tout. Quand on parle de 42, c'est pas tout en Égypte. Comment est-ce qu'on a fait pour constituer le culte national? Parce que chaque province avait son totem. Et l'empire égyptien est dans le rassemblement de ces 42 totems. C'est pourquoi on ne pouvait pas faire la guerre à l'autre pour des questions religieuses. Et le mythe osirien nous dit quoi? Quand Osiris est mort, son corps a été dépecé en, pour certains mythes, 14 morceaux, parce que les premiers regroupements étaient 14 provinces. Le deuxième dit que c'était 42 morceaux, oui. parce que le deuxième regroupement était de 42 provinces. Donc chaque province avait une partie du corps d'Osiris. Donc je ne peux pas venir te faire la guerre, sachant que tu as une partie du corps d'Osiris. Effectivement. Donc si moi on me dit le crâne, moi je fais le culte du crâne. C'est l'ensemble de ces 42 C'est pays qui constituent dans le corps d'Osiris. Si j'ai le tibia, je fais le culte du tibia. Si j'ai la main, je fais le culte de la main. Je ne vais pas venir te combattre en te disant que non, c'est plutôt le culte de la tête qui est bien. Effectivement. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette première édition de l'émission intitulée L'histoire de l'Afrique par les textes. Merci infiniment, frère, pour la science une fois diffusée dans le cadre de cette première édition. Ça a été une fois de plus un régal. Merci infiniment. C'est moi qui remercie déjà Nyamsi, qui est un sèche, un guide. Je remercie également Kemet Télévision et le top management de Kemet Télévision pour, n'est-ce pas, ces instances qui permettent non seulement de parler de science, mais également de parler d'une réelle connexion avec nos valeurs. Parce que sans cette réelle connexion, on peut avoir toute la science du monde, mais elle ne nous servira à rien. Parce que la science a toujours un objectif. Et l'objectif de la science est de faire progresser l'humanité. D'accord. Nous t'espérons la semaine prochaine pour une nouvelle sortie de cette émission. Que les ancêtres vous entendent. Parlant de top management de cette maison, madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'est une doléance autant pour moi qu'on demande aux âmes de bonne volonté qui peuvent apporter, n'est-ce pas, une aide, quelle qu'en soit l'aide financière que vous pouvez apporter à Kemet Télévision, n'est-ce pas, pour que cette chaîne de télévision diffuse sur satellite afin que les frères et sœurs africains qui se retrouvent un peu partout dans le monde entier soient également irrigués par les rayons de la science que nous diffusons dans cette chaîne de télévision. Et vous avez justement en image les différents numéros de téléphone, les différents numéros bancaires par lesquels vous pouvez facilement justement apporter une aide, petite qu'elle soit-elle, n'est-ce pas, à Kemet Télévision pour que ensemble nous puissions grandir. Merci infiniment
à la régie, n'est-ce pas, qui demande de mettre à mener de bout en bout cette émission. Merci également à Sango Malette qui était là, n'est-ce pas, pour faire un devoir de mémoire à l'endroit de Omniobe, 13 septembre 1958, 13 septembre 2023, ça fait exactement 65 ans que le Podol, n'est-ce pas, est décidé. Merci également à vous, chers téléspectateurs et milliers d'abonnés qui nous suivez chaque jour et pour votre soutien. Demain est un nouveau jour. Restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent et à très bientôt. Salut. Ah frère, ça a toujours été un plaisir. Félicitations une fois de plus. Je pense qu'on est sur la très bonne voie.